Salut Ferdinand Richter. Salut. Écoute, je suis ravi de te retrouver. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce Avec troisième live, plaisir. ce troisième live de Team One. L'idée, comme je te le disais quand je t'ai sollicité, c'est de pouvoir apporter du contenu aux gens qui nous suivent sur les réseaux, à nos clients, nos fournisseurs, pour réfléchir un peu en cette période à comment anticiper le monde de demain. Et je suis heureux de te parler aujourd'hui parce qu'on se connaît bien. On s'est connus sur les terrains de rugby. On a joué ensemble au Mmh. Stade Toulousain. Et puis, suite à ta vie rugbystique, tu as eu un parcours atypique pour arriver où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous retracer ton parcours depuis cette période à laquelle on s'est quitté en 2006? Ouais. Alors moi, en parallèle au rugby, j'ai fait une formation de psychologue du travail, donc de formation, je suis psychologue du travail, et de coach en entreprise et en fait, j'ai direct enchaîné. J'ai mélangé le rugby, la notion de performance, le collectif d'équipe et j'étais coach en entreprise pour des grands groupes industriels et à un moment donné, j'ai arrêté ça parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le fonctionnement de ces organisations, sans savoir quoi chercher. Donc j'ai tout arrêté, je me suis beaucoup questionné sur moi-même, j'ai remis en question, on va dire, de qui j'ai été et ce que je croyais être, voilà, je me suis ouvert un petit peu à des choses que voilà, je connaissais pas. C'était des voyages, plein de choses, notamment aussi la permaculture, c'est-à-dire, on va en reparler un peu avec la résilience, ça veut dire que comment prendre soin d'un écosystème au lieu de l'exploiter. Et ça m'a finalement amené à Ecosia, donc le moteur de recherche qui plante des arbres, tout simplement parce que c'est une entreprise qui très tôt, je crois très en avance, s'est questionnée sur cette notion de résilience, ce côté on fait partie d'un écosystème global qui est la Terre, comment on peut en prendre soin tout en ayant un business qui fonctionne et il y a des salaires à payer et toute la réalité entrepreneuriale que toi aussi tu peux connaître, tu vois? D'accord. Et tu as rejoint l'aventure Ecosia il y a combien de temps? Alors Ecosia France, on a démarré il y a 3 ans et demi maintenant. Et bon, comme à toute chose, malheur est bon, vous avez eu un très gros coup d'accélérateur suite notamment à ce qu'on a connu l'été dernier en Amazonie et la prise de conscience un peu du grand public sur les enjeux environnementaux qui vous a permis de vous développer de façon très importante, non? On a eu en 2 jours une augmentation de 1000 des nouveaux clients. Donc ça donne une idée, c'est juste, incroyable. Heureusement qu'on avait anticipé la croissance, du coup on a pu, accueillir toutes ces nouvelles personnes, parce que c'est pas évident aussi quand tu as d'un coup trop de nouveaux clients, il faut le savoir le gérer. C'est Et sûr. après en fait ça s'est juste enchaîné. Par exemple, les feux en Australie à nouveau ont remis un boost et nous depuis le début du confinement, on a augmenté de 25 nos utilisateurs. Donc, D'accord. c'est très paradoxal et c'est à la fois un sentiment aussi émotionnel où tu es content, mais en même temps, c'est lié à des choses, comme tu dis, qui sont, pas très positives. Donc, voilà, faut Mais on reparlera de la prise de conscience générale par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Mais je rebondis sur le concept de résilience mmh, dont tu as parlé. C'est un concept psychologique assez récent que j'ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Très concrètement, la résilience, c'est quoi? Et ça peut se matérialiser par quoi pour nous tous, gens de l'entreprise, en cette période de confinement? ouais, il y a plein de définitions que vous allez trouver en fonction du domaine dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans la psychologie? Est-ce qu'on est dans autre chose? Donc moi, je vais beaucoup parler de mon expérience et de comment moi je vis la résilience. Donc c'est une capacité, en fait, d'adaptation à des choses qu'en partie on n'a pas prévues. Donc ça peut être un choc, ça peut être une crise, ça peut être quelque chose, et de savoir comment est-ce qu'on va encaisser ce choc et mine de rien continuer, s'adapter, l'intégrer dans son fonctionnement. Donc peut-être pour préciser un truc, ça c'est quelque chose qui moi m'a, beaucoup marqué, c'est qu'en fait, on est beaucoup dans un monde de performance. La performance et je sais que beaucoup de gens vont pas vouloir entendre ça, mais pour moi, c'est l'opposé de la résilience. Pourquoi? Parce que la performance demande qu'on soit très spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire, si tu veux être sportif de haut niveau, il faut que tu t'entraînes tous les jours à faire les mêmes gestes. C'est-à-dire, tu as pas le temps de développer autre chose. Tu as pas le temps de diversifier, tes compétences.
Mais du coup, tu deviens très, très bon dans une chose, mais du coup, si jamais ce domaine d'activité s'écroule, c'est fini. Tu as toute ton identité qui s'écroule. Et c'est ce qu'on a, notre culture, elle fonctionne comme ça. Notre culture fonctionne en monoculture, c'est-à-dire on le voit dans l'agriculture, tu produis une chose en masse. Par exemple, tu produis que du blé, mais si demain le cours du blé s'effondre, tu es vraiment dans la merde. Donc, une autre approche qui est plus une approche résiliente, c'est de dire on va beaucoup diversifier. On ne va pas chercher à être le meilleur dans un domaine, mais on va chercher à pouvoir faire différentes choses, que s'il y a une chose qui ne marche plus, on a toujours les autres qui sont présentes. Et que cet écosystème va s'entraider en fonction de qui est un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà. Et c'est pour ça aussi je dis que être une société que résiliente, ça ne marcherait pas non plus. Donc c'est trouver le juste milieu entre cette notion de performance et de résilience. Mais comme on a très focalisé notre société sur la performance, ça ne m'étonne pas qu'en ce moment, il y ait des entreprises qui aient du mal parce qu'on s'est très focalisé sur une chose. Ce qui est chouette, et ça aussi il faut le dire, c'est que quand tu regardes actuellement ce qui se passe, l'être humain, de nature, est résilient parce que l'être humain est la nature. La nature est résiliente de base, et quand tu regardes, malgré le choc qu'on est en train de vivre, c'est quand même incroyable à quel point on arrive à accueillir ce choc, tu vois? Et à Hem quel point la nature reprend vite ses droits d'ailleurs. Exactement, et à quel point tous nous, d'un coup, on a des idées, on a de la solidarité qui se réveille, donc c'est magnifique, tu vois? Le seul truc que moi j'ai vu, et là je prends aussi l'exemple un petit peu du rugby que j'adore aussi, mais dans le rugby, par exemple, tu as une culture de l'affrontement. C'est-à-dire, tu vas chercher le contact, notamment dans le rugby moderne, ce que voilà, nous, quand on a démarré, c'était encore un peu un sport d'évitement, mais on est arrivé à quelque chose de très qui est le plus fort. Pour moi, là-dedans, il y a une vraie vulnérabilité liée à l'ego, de vouloir démontrer que moi, je suis le plus gaillard. Et que quand tu regardes des arts de combat, c'est-à-dire pas des sports de combat, mais par exemple, il y a le Sistema, qui est un sport de combat russe, où en fait, tu es pas dans l'affrontement, mais tu accueilles le choc pour renvoyer l'énergie à l'autre. Ça, c'est pour moi l'exemple de la résilience. Ça veut dire tu peux pas éviter les chocs, tu peux pas éviter qu'il y ait quelque chose qui te déstabilise, mais soit tu vas essayer de résister et voir est-ce que tu tiens, et avec le grand risque qu'il y ait une vraie rupture, et la rupture, quand tu pètes un tibia, ben, ça prend du temps, hein, à revenir, ou bien tu acceptes le choc et par contre, tu le subis pas uniquement, mais tu sais le renvoyer. Et ça, c'est l'intelligence qu'il faut avoir d'après moi en tant que chef d'entreprise et en tant que sportif, c'est de dire: «Est-ce que là, le plaquage, c'est un plaquage offensif parce que je sais que je peux? Ou est-ce que c'est un plaquage où je fais juste tomber parce que le type, fait 3 fois ma taille et ça sert à rien de vouloir prouver que je suis plus fort que lui?» Ouais, je comprends, c'est intéressant, mais il y a une notion aussi, à prendre en compte, je pense, notamment dans nos entreprises, qui nous force à une forme de résistance. C'est que, on n'a plus de certitude, Mmh. sur demain. Très concrètement, on parle souvent des valeurs du sport, c'est le cœur de mon business à moi, et c'est de Mmh. transposer les valeurs du sport à l'entreprise. Des valeurs qui, je crois, sont des valeurs fortes, notamment d'humilité, de capacité de remise en Mmh. question, d'adaptation. Mmh. Mais tout ça, c'est souvent des phrases. Mmh. On a quand même tendance à faire des projections, à avoir des certitudes sur demain. Cette période nous fait remettre tout ça en question. Comment on manage l'inconnu, la peur de demain? Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu de certitudes, et je pense que c'est ce qui nous amène inconsciemment à une forme de résistance. Ouais, c'est tout à fait vrai, et d'après moi, le monde va vers de plus en plus d'incertitudes. Donc, plus vous allez croire que ce qui est en train de se passer est juste une crise et après on va pouvoir repartir sur la normale, d'après moi, plus, vous renforcez le risque. Plus vous acceptez que justement, vu ce qui se passe, il y a des incertitudes qui sont là et que je vais, les intégrer dans mon fonctionnement. Ça veut dire, je vais, oui, avoir une idée vers où je vais, mais si demain je dois changer de direction, je change de direction. Et en fait, ça, ça s'entraîne. Ça veut dire que moi, quand j'accompagne des personnes, c'est vraiment un travail sur le mental, sur est-ce que je suis prêt à laisser mourir une idée que je trouve géniale aujourd'hui parce que demain,
elle ne l'est plus. Et ça, c'est pas facile parce que ça veut dire que, dans un choix de jeu que tu fais, pour revenir au sport, dans un moment T, cette décision est la plus brillante qui soit et 3 secondes après, ça peut être la pire décision du monde. Et pour moi, le sportif de haut niveau est celui qui sait, lâcher prise sur un choix de jeu qu'il a fait parce que 3 secondes après, c'est plus celui qui est le plus adapté. Tu vois? Et ça, c'est un entraînement qui est lié, d'après moi, si on va au bout de l'histoire, de notre peur de mourir. Ça veut dire, on s'identifie à notre projet, on s'identifie à notre, entreprise, on s'identifie à une idée et que de laisser mourir celle-là, de dire: «Je change d'activité professionnelle parce que l'activité que j'ai développée n'est peut-être plus adaptée au monde d'aujourd'hui», c'est dur et ça s'entraîne. C'est-à-dire et c'est ce que, moi, par exemple, j'ai vécu en m'identifiant à sportif de haut niveau. OK, maintenant je ne le suis plus. Maintenant je suis coach. OK, maintenant je change. OK, maintenant je suis permaculteur. OK, maintenant je ne le suis plus et ça veut dire que au niveau de ton identité, c'est d'accepter de revenir à ce que toi tu dis, de manager autour de ce que sont les personnes, qui sont leurs valeurs, leur humanité et pas uniquement la fiche de poste, le métier qu'ils font et tout ça, tu vois? Et ça veut Et dire que quels doivent être les repères et les bases? Parce qu'on se construit sur certaines bases et certains repères. Donc, on a l'impression que nos fondations intellectuelles s'effondrent quand on doit prendre ce genre de décision. Mais en réalité, c'est pas le cas. bah, quand ta tête ne peut plus contrôler, manager, qu'est-ce qui prend le contrôle chez toi? Quand quoi, pardon? Quand ta tête, ça veut dire quand tu peux plus avec ta tête, prévoir, décider, manager, contrôler, tu t'arrêtes pas, tu fais quand même des trucs. Là, par exemple, tu as lancé ces échanges, tu vois? Mmh. Ça vient d'où? Ben, ça vient d'une volonté profonde. Je pense que c'est très instinctif. Moi, ma vision qui est très personnelle, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, le monde est en stand-by. Je veux pas faire de communication. Je trouve que c'est indécent, dans la période et que, je sais pas sur quoi communiquer parce que je sais pas si mes offres d'aujourd'hui, demain, elles seront viables. Donc, Mmh. j'ai juste envie d'essayer de me nourrir moi et d'aider par la même occasion des gens qui partagent un peu nos valeurs à se poser les bonnes questions. Je suis pas du tout Voilà. dans la prise dans le, on va dire, dans les cours magistraux de management, etc. Il y a plein de personnalités différentes qui vont passer par ces lives. Chacun a une expérience, une vision, et l'idée, c'est parce que je crois qu'on a plus que jamais besoin les uns des autres. Et là, je te lance sur un deuxième sujet qu'on a évoqué, c'est que pour répondre à ta question, c'est très instinctif tout ça. Mmh. Voilà. Et c'est très, très juste et je partage vraiment ce que tu viens de dire, c'est que, face à une crise, on peut réagir de plusieurs façons. On peut réagir en disant: «Aïe, aïe, aïe, ça se ralentit, il faut qu'on garde le rythme, il faut qu'on continue, il faut qu'on» tu vois? Ou bien ce que toi tu fais et je trouve ça très, très juste, c'est tu dis: «OK, j'accepte ce qui se passe, je ne peux pas me battre contre ça», donc ça, c'est de la résilience pour moi vraiment, et je prends le temps parce que la vie m'invite à prendre le temps pour me poser les bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça veut dire d'accepter de baisser de rythme, faire du vide pour se prendre du recul si on peut et voir quelles sont les questions qu'on a envie de se poser, c'est essentiel. Sans oublier, ça quand même besoin de le préciser, c'est qu'il y a aussi des métiers actuellement qui n'ont pas ce luxe, donc qui sont en train de gérer la crise. Je pense aux soignants, je pense aux camionneurs. Donc il y a des personnes qui n'ont pas ce luxe. Donc pour ceux qui ont le luxe actuellement de prendre du temps, vraiment prenez-le et essayez d'arrêter de vous divertir de ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Et toi, tu viens de très bien le formuler, tu reviens à l'essentiel de qu'est-ce qui est vraiment important. Et ce qui est très, très dur à se dire à soi-même, c'est que peut-être une partie de ce que je fais dans ma vie n'a pas de sens, n'est pas important. Et ça, l'accepter, c'est hyper important pour la suite, en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas te dire: «OK, je vais construire quelque chose, je vais changer quelque chose qui fait vraiment sens». Hem Et tu sais, pour aller plus loin là-dedans, c'est que,
pourquoi on évite de faire ça? Parce que ça réveille des peurs très profondes. Tu vois? Comme par exemple, on voit que les gens ont peur de manquer même de bouffe. Ça veut dire on va acheter des réserves, tout ça. Et il y a des techniques et c'est ça que j'invite aussi à essayer ou à expérimenter. Il y a des techniques qui travaillent sur ces peurs. Donc si vous avez jamais fait un jeûne, ça veut dire ne pas manger pendant une semaine, faites-le. Parce que vous allez vous prendre conscience que le corps humain est d'une résilience incroyable et que tu peux ne pas manger pendant une, 2, 3 semaines et tout va bien. Ça veut dire, il y a des peurs qui sont là, ouais, mais tu peux les dépasser et c'est pour ça que moi, par exemple, pour avoir fait pas mal de ce genre d'activité, c'est je le alors c'est nouveau pour moi ce qui se passe comme pour tout le monde, mais je sens pas une p des ces peurs-là aussi présentes qu'elles auraient pu l'être avant, tu vois? Et ça veut Et dire est-ce aussi que mais est-ce que c'est dû au fait aussi pour revenir à ton activité, aujourd'hui Ecosia, mmh, donc vous êtes dans la perspective moyen long terme du monde de vue environnemental. Donc vous êtes déjà dans cet état d'esprit, d'un monde qui va bouger très vite, qu'on ne connaît pas, avec des lignes à faire bouger en profondeur. Donc c'est quoi les grands enjeux de demain? ouais, ça m'évoque un point très essentiel, je crois, par rapport à ces enjeux-là. C'est que, et je vais reprendre un exemple du sport parce que si tu es fatigué, si tu as une petite douleur à un endroit, hem, c'est la meilleure chose pour se blesser, tu le sais bien. Ça veut dire c'est le corps qui réagit parce qu'on ne veut pas le voir, que peut-être il faudrait plus, prendre un peu de recul et prendre soin de soi. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement beaucoup et c'est le grand mal, on va dire, d'après moi, de notre époque, c'est qu'on nie la réalité. On ferme les yeux sur ce qui se passe. Du coup, on essaye de continuer une activité, juste parce qu'on a peur de devoir la changer. Ecosia, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que et c'est pas facile, c'est qu'on a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passe dans ce monde et on s'est dit, tous les jours, on se dit: «Est-ce que ce qu'on fait, comme c'est aujourd'hui, fait du sens ou est-ce qu'on a besoin de l'adapter?» Et ça, c'est très, très inconfortable, mais en tant que leader ou en tant que dirigeant d'une boîte, c'est cet inconfort, d'après moi, qu'il est important d'accepter. Ça veut dire Ecosia, par exemple, depuis 3 ans, on a 2 jours de home office. Ça veut dire 2 jours par semaine, les gens travaillent à la maison. À la base, c'était pas pour des raisons écologiques, c'était pour des raisons de, bah, on veut s'occuper des gamins, on veut aussi être à la maison, voilà. Mais ça veut dire que passer de 2 jours à 5 jours, c'était super facile parce qu'on avait déjà l'habitude. C'est pas possible dans tous les secteurs d'activité, mais c'est tout simplement rester ouvert à ce qui se passe et pas dire: «Ah non, mais des réunions à distance, c'est jamais possible» et ben, tout à coup, tout le monde voit que c'est possible. Tu vois? Et que c'est efficace. Et que c'est efficace, voire plus efficace, tu vois? Que en fait, moi, ça fait notamment avec le poste que j'ai où je suis, en France avec une boîte qui est basée à Berlin. Moi, le confinement, c'était presque, ça change rien à mon travail du quotidien, à part ce qui me manque beaucoup, c'est le contact, le relationnel physique, tu vois? Mais, Mmh. je crois que ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce côté de revenir vraiment un petit peu à soi, et de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel et aussi d'accepter qu'il y a plein de choses qu'on fait qui font pas forcément du bien à la planète, dont on n'a pas vraiment besoin, tu vois? Et ça, au niveau collectif, ça serait bien de se poser cette question. Le problème aujourd'hui, au niveau des enjeux pour demain, c'est qu'on voit tout couper l'un ça veut dire qu'on se dit: «Il faut sauver toutes les entreprises qui existent». Moi, je dis et ça peut être dur à entendre, non, il y a des entreprises que d'après moi, il ne faut pas sauver parce qu'elles ont plus raison d'être. Par contre, qui c'est qu'il faut soutenir? C'est les êtres humains derrière. C'est-à-dire, c'est collectivement se dire: «OK, cette activité-là, elle a plus aucun sens. Comment est-ce que collectivement, on retrouve cette solidarité à dire: "OK, il y a peut-être une autre activité à développer"». Par exemple, l'agriculture qui régénère les sols, c'est une urgence terrible dans notre société. Comment est-ce que on va migrer tous des gens qui avant faisaient je ne sais pas quoi, vers ça, tu vois? Et qu'il y a plein, plein de choses à faire ensemble, sauf que si on dit juste à une entreprise: «Ben, tant pis, toi tu disparais, tant pis pour toi», ah, c'est clair que là tu vas créer énormément de problèmes, tu vois? Et la résilience dans une société, c'est ça. Ça veut dire, c'est plus uniquement penser moi et ma boîte, mais de penser: «Je suis une entreprise qui fait partie d'un écosystème». Ça veut dire que j'ai une responsabilité envers mes salariés en interne, mais j'ai surtout une responsabilité par rapport à tous les autres qui sont là.
tu vois? Que des entreprises, alors je vais nommer, que des entreprises comme Airbus n'aient pas encore développé plus activement un transport durable et le soutien des agriculteurs dans la région, c'est pour moi un non-sens. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils attendent?» C'est parce qu'ils se considèrent comme: «On construit les avions, point, ou les armements». Mais tu vois, ça veut dire que pour moi, c'est une boîte qui, avant de construire les avions, ce sont des êtres humains qui habitent Toulouse et que la priorité serait aussi de prendre soin de cet écosystème-là. Non, mais je te rejoins et par contre, je suis très, optimiste pour l'avenir par rapport à ça. Mmh, Parce que la dimension RSE, ce qu'on appelle le RSE, se développe quand même très vite. mmh, Nous, on a voulu créer notre fonds de dotation justement parce mmh, qu'on considère qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on a des clients, des fournisseurs, et on va chercher, par nos démarches, RSE à sélectionner les gens qui partagent notre vision et nos valeurs pour collectivement, au-delà du business, se soutenir sur des causes communes. Et ça, je crois que ça fait partie des grands enjeux de demain. Pour moi, je voulais te lancer sur une question mmh pour avoir ta vision. On a évoqué déjà sur les 2 premiers lives, c'est revenu. Donc le management de l'inconnu, mh, et la crainte pour les managers d'avoir à dire, «Je sais pas». Alors les 2 mmh, intervenants qui t'ont précédé, ont très bien répondu en disant: «C'est une force d'être mmh, capable de dire à mmh, ses équipes: "Je sais pas". Par contre, on est dans le même bateau et on va reconstruire ensemble". Mais je pense qu'il y a un très gros frein par rapport à ça parce que les managers ont foncièrement peur de dire à leurs équipes je sais pas. Ils ont peur de perdre leur leadership et leur crédibilité. mmh. Tu sais, je dirais même plus loin, pour moi, un leader qui a peur de sa vulnérabilité ou qui la cache, je doute qu'il soit un vrai leader. Ça, c'est peut-être un très bon manager, ça veut dire quelqu'un qui organise le travail, mais je suis pas sûr que quelqu'un qui cache qui il est, soit quelqu'un en lequel on a facilement confiance. En tout cas, c'est personnellement quelque chose que je vis. Quelqu'un qui honnêtement me parle de qui il est, de ses voilà, c'est quelqu'un dans lequel je peux me reconnaître et aussi c'est quelque chose qui crée de la résilience. Ça veut dire si vous êtes dans une entreprise où vous avez le droit de dire: «Je sais pas», vous avez le droit de dire: «Franchement aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler», ou vous avez le droit de dire: «J'ai pas d'énergie». Vous avez le droit de dire, que ça vous dérange ce qui se passe et vous savez pas exactement quoi, mais il y a un sentiment bizarre. Ouais. Bah, ça, c'est des entreprises qui vont inclure ce ressenti dans la stratégie de la boîte. Parce que c'est rarement une seule personne qui ne sait pas. C'est souvent tout le monde. Mais si tout le monde fait genre qu'on sait, là, tu te crées là, c'est très, très dangereux parce que, tu nies encore une fois une certaine réalité, tu vois? Et d'intégrer ça, c'est la plus grande force que puisse développer une entreprise, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence forcément mentale, mais écouter le corps. Et en fait, ce qu'on a oublié, c'est que on fait partie de la nature. Ça veut dire tout ce qui se passe actuellement sur cette planète, à un certain degré, si on écoute son corps et ses émotions, tu peux le ressentir. Et que, la nature, elle n'est pas là pour nous détruire, hein. C'est-à-dire la nature, quand tu la regardes, elle adore voir que plein de choses poussent, que c'est l'abondance et c'est ça la nature quand tu vas dans des jardins et tu laisses faire. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'empêcher la nature d'agir en nous et que si on écoute un peu plus ça, si on autorise, on crée des espaces, pour accueillir ça, c'est comme ça que vous allez adapter l'entreprise à ce qui se passe actuellement. Parce que peut-être que le fait de dire: «Écoutez là, j'ai un doute, est-ce que» imagine que je vais reprendre l'exemple de l'aviation. Imagine que tout le monde dans l'aviation dise: «J'ai un vrai doute, est-ce que l'avion doit encore exister demain?» alors que tu bosses pour Airbus. Ouais, ça a de la vraie valeur parce qu'actuellement, tu as certainement des milliers de clients ou de potentiels clients qui se posent la question, mais qui peut-être n'osent pas le dire. Mais si toi, tu te poses la question et que tu poses ouvertement et de dire: «OK, bah, peut-être qu'il faut qu'on l'adapte,
peut-être que c'est autre chose. Voilà, c'est là que tu es déjà en train d'avoir une vision à long terme sur le futur et sur à quoi pourrait ressembler le futur, tu vois? Donc je suis entièrement d'accord et c'est notamment dans la culture française, il y a du vrai boulot parce qu'on a vraiment tout fait pour cacher ça. On est une société très mentale où on n'a pas le droit de montrer ses émotions, tu vois? Parce que le risque et ça encore une fois dans le sport de haut niveau, ça peut être le cas, pas partout, mais ça peut être le cas de dire: «Si je me sens faible, ben, tu vas terminer sur le banc». Et que si tu oses dire que là, tu ne te sens pas en forme et que tu as peur de te blesser, ben, l'entraîneur risque de te dire, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais risque d'avoir l'impression que tu es faible et du coup, tu vas terminer sur le banc et tu vas plus être sur le 15 de départ. Alors que si j'étais à la place d'un entraîneur, c'est cette personne-là qu'il faudrait mettre dans le 15 de départ parce que c'est une personne qui ose dire: «Je ne suis pas à 100%, mais plutôt l'autre, parce que lui, il est à 100% en ce moment». Parce que c'est là que tu intègres aussi, non seulement un respect de toi-même, mais aussi vraiment du collectif. Ça veut dire tu es prêt à te mettre en retrait pour faire gagner le collectif. Et ça, c'est beau, tu vois? En tout cas, moi, je trouve ça très, très beau quand tu as un collectif qui arrive à ce niveau-là de maturité émotionnelle et que tu as pas peur d'être mis au placard juste parce que tu t'es respecté et tu as respecté l'intégrité du groupe. Et ça, voilà, ça se construit, mais c'est beau quand ça arrive, quoi. Et est-ce que tu crois vraiment, il y a de vraies questions qui se posent sur demain. Certaines disent que le choc a été il y aura des changements très profonds dans les mentalités, dans notre façon de consommer, dans notre rapport à l'écologie, dans nos rapports, dans les entreprises. Tu es optimiste, toi, par rapport à ça? Sur ce qui va se passer demain par rapport aux changements profonds? Ou tu crois que l'individu va avoir besoin de reprendre la vie d'avant, en surconsommant comme, ce qu'on a vu en Chine, le jour de la réouverture du magasin Hermès, ça fait, 2,7 millions de chiffre d'affaires. Voilà, quelle est ta conviction profonde par rapport au monde de demain, et à ce qu'on va vivre, post-confinement? Hem, c ça dépend, en fait. Ça dépend avec qui je parle, c'est quand je regarde certains comportements, notamment dans le monde politique et de l'entreprise, comme tu dis, avec une reprise, à fond, moi, ça m'inquiète beaucoup parce que ça veut dire que ça va préparer le prochain choc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer et que, en gros, c'est comme un gamin qui, à un moment donné, est puni. Bah, s'il refait la même bêtise, c'est la punition, elle va être un peu plus sévère, tu vois? Parce que tu te dis: «Écoute, à un moment donné, non, ça, tu le fais pas». Voilà. Donc il y a de ça un petit peu. Il y a pour moi vraiment un côté, notre société, notamment nos leaders, on a besoin de devenir adultes. Adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter les frustrations qu'on peut avoir, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Tu es pas adolescent où tu vas dans un jardin et tu arraches tout juste parce que tu as envie de l'arracher. Non, il y a un respect à apprendre des choses et ça veut dire aussi, accepter qu'il y a certaines choses que tu fais pas. Tu vois? Tu te mets un code moral et tu vis tes valeurs que tu affiches et ça, collectivement, c'est très frustrant et nous, on n'est pas du tout actuellement, en tout cas en tant que société, dans cette démarche-là, de dire: «Écoutez, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on est capable de vivre avec certaines frustrations et ce serait bien qu'on en garde quelques-unes au vu de ce qui se passe dans cette planète». Ça ne veut pas dire qu'on ait besoin d'être confiné tout le temps, mais on a vu que c'est un chemin qu'on doit prendre à un moment donné, tu vois? Donc le grand risque et ça, c'est quelque chose que je vois et que j'ai appris notamment, encore une fois, avec le jeûne, que si tu as fait une détox, si tu as arrêté quelque chose pendant un certain temps et que tu t'es, en fait, ouais, confiné pour te déconnecter de certaines choses, le risque, si tu replonges trop rapidement, c'est comme, quand tu es dans une addiction, ça peut être hyper violent. Imagine les Parisiens qui, là, depuis 2 mois, peuvent dormir la fenêtre ouverte parce qu'il y a plus de bruit, l'air est propre et que, c'est devenu hyper agréable. Imagine si demain, d'un coup, tous les bruits reviennent. Ça peut être hyper confrontant, c'est-à-dire hyper violent de dire: «Pouh!» tu prends en pleine figure la pollution, le bruit, le truc, tu vois? Et que quand tu es en confinement, tu développes une forme de sensibilité, du coup, ça peut être violent. Donc par rapport à ça, Bah, je si je te coupe, ouais.
si je reviens à des enjeux très concrets d'entreprise, Ouais. tu dis: «Attention», on a tous le 11 mai en tête parce que c'est la date qui a Mmh. été communiquée aujourd'hui, donc tout le monde se dit: «Le 11, on repart». Les managers doivent quand même faire attention à Mmh. la façon de remettre les collaborateurs dans le bain avec, on va dire, un plan de charge avec une montée en Mmh. puissance progressive, Ouais. pour que tout le monde retrouve le rythme. Si vous pouvez, et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, dans ce genre, alors c'est juste parce que j'observe un petit peu les systèmes. La reprise devrait au minimum durer la durée du Du confinement. confinement. C'est-à-dire minimum, mais grand minimum. Si vous pouvez redémarrer doucement et vous laisser au moins 6 mois, 1 an à vraiment intégrer les changements que vous avez mis en place, intégrer peut-être le home office, intégrer, différentes façons de travailler. C'est la meilleure façon d'augmenter la résilience et de préparer une éventuelle autre crise s'il devait y en avoir. D'accord? C'est-à-dire si tu essaies vraiment de revenir à l'arrière et de redémarrer le plus rapidement possible en mettant beaucoup d'argent, comme on le fait actuellement, pour moi, ça augmente le risque, de façon, exponentielle. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment un truc, une vigilance à avoir. Et après, je suis aussi très, très positif parce que, par exemple, regarde ce que toi tu fais actuellement. Tu l'as pas fait avant, tu vois? Donc tu as déjà Mmh. changé quelque chose dans ton comportement, tu as eu une réflexion sur toi-même. Pour moi, c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a des prises de conscience partout et je trouve ça beau, tu vois? Et ça me rapproche. Ce qui est dingue, c'est que alors que nous, par exemple, et là je peux être très personnel, mais alors qu'on a un petit peu perdu le contact depuis quelques années, là, finalement, on retrouve le contact et on parle de Mmh. thématiques. Avant, on n'a jamais parlé de ça. Moi, c'est des thématiques qui me passionnent depuis longtemps et je redécouvre, un Philippe que je connaissais pas avant et j'espère que toi, tu découvres quelqu'un que tu connaissais peut-être pas comme ça et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire grandir, j'ai envie d'encourager, tu vois? Donc pour moi, ça, c'est extrêmement positif parce que ça me montre que oui, il y a des choses qui étaient pas là avant, qui sont en train de naître et que j'ai envie de les faire grandir parce que je sens à quel point ça me fait du bien. Je sens à quel point quand je te parle, tu m'écoutes, je t'écoute, on est dans un échange qui me nourrit et ça, encore une fois, tu parlais d'intuition. Pour moi, si j'ai encore un conseil à donner, c'est reconnectez-vous à ce plaisir-là. Même si on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas s'il y aura d'autres lives, on ne sait pas si on fera d'autres choses ensemble. Mais sur le moment, ça me sent juste et c'est ça mon indicateur clé et c'est ça mon indicateur clé aussi pour ça fait 3 ans que je manage comme ça avec Ecosia. C'est-à-dire, est-ce que physiquement, ça me donne envie et ça me donne envie de me lever le matin parce que je sens que c'est juste, tu vois? Ou est-ce que j'y vais la boule au ventre et que ça me fait chier et je dois me divertir parce que en fait, je m'emmerde au boulot, tu vois? Ah, je comprends. Écoute, on est au bout. Juste avant de terminer sur une note positive et pour boucler la boucle avec tes grands combats, environnementaux, Mmh. et écologiques, on parlait des changements en profondeur des boîtes dans la façon de travailler demain. Est-ce que tu penses que c'est le secteur, l'univers qui sera marqué le plus profondément par ce qu'on est en train de vivre, d'un point de vue positif, parce qu'il y a eu l'annonce du maire de Venise qui a dit que le tourisme de masse était fini à Venise, que les Mmh. paquebots seraient interdits dans la ville, etc. Donc, c'est des décisions très fortes qui vont impacter l'économie. L'économie touristique va avoir besoin de se réinventer, Mmh. mais la nature a horreur du vide, donc certainement. Mais est-ce que tu es positif par rapport au fait que ce que tu défends va être sans doute en priorité le marqueur le plus important en termes de prise de conscience? Hem, j'ai envie de te répondre en disant: «Il y a une opportunité énorme en ce moment». Il y a une opportunité de se prendre conscience de ce qui est vraiment important pour nous. Ça veut dire aussi prendre soin un petit peu de nos gamins et pas déléguer toute l'éducation. Prendre soin vraiment de nos relations. C'est-à-dire s'il y a une relation qui vous fait souffrir, ben, arrêtez-la, changez, tu vois? De revenir un petit peu à quelque chose de plus humain, de plus proche, tu vois?
animal presque. Et Enfin, ouais, c'est ouais, des sentiments profonds qu'on apprend à apprivoiser. moi, je dirais plus, pas animal, je sais pas, plus humain, en fait, tu sais? Tout simplement revenir à notre humanité, et d'accepter que oui, j'ai peut-être pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, juste parce que, voilà, c'est écrit sur un papier. Ça veut dire que, par exemple, tu parlais de voyage et c'est quelque chose que moi j'essaye aussi de promouvoir un petit peu. C'est que si vous sentez profondément que vous avez besoin d'aller dans un pays pour expérimenter quelque chose, pour aller à la rencontre de cette culture, faites-le, c'est magnifique, ça peut vous changer la vie et il y a peut-être des rencontres qui vont se faire qui vont vraiment avoir un impact magnifique sur la planète. Par contre, si c'est pour consommer, juste pour dire: «OK, j'ai été dans tel pays», pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire, c'est revenir à nourrir, alors je vais utiliser un terme qui peut-être parle pas à tout le monde, mais nourrir notre âme. C'est-à-dire, tu sens que c'est vraiment important pour toi et juste écouter cette voix et si on écoute cette voix, je suis extrêmement positif par rapport à l'avenir de notre planète, l'écologie, tout ce que tu veux, les relations humaines, tout ça, voilà. Si on continue à nourrir autre chose qui est une course au plus pour, juste montrer qu'on est le plus fort ou le plus beau, le plus, voilà, je suis un petit peu moins positif, mais voilà, on verra ce que ce que donne l'avenir. Comme tu as dit, il est très incertain, donc tous les jours, ça peut changer et tous les jours, on a la possibilité de faire des choix qui peuvent avoir un impact extrêmement positif sur notre entourage et c'est peut-être ça le message clé que j'ai envie de partager avec les gens actuellement, c'est que le monde s'accélère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, vous avez une opportunité pour toucher quelqu'un dans son cœur et l'aider à vraiment, grandir, à se reconnaître, à s'aimer peut-être un peu davantage et ça, c'est l'opportunité qu'on a actuellement et en entreprise, on a cette opportunité si on voit l'entreprise comme un écosystème où des êtres humains s'expriment et pas uniquement comme quelque chose qui produit pour faire de l'argent. Voilà. Écoute, c'est, une formidable conclusion. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu avoir cet échange avec toi et puis, Ben, merci à toi, je hein. te souhaite un bon confinement sur tes terres gersoises et C'est ça. on se reparle très vite. Merci à ceux qui ont, assisté à l'échange Merci à tous. et puis on va tâcher de mettre toutes ces belles promesses en pratique le plus vite possible. Super. Merci à toi, Philippe. Salut mon pote. Ciao, ciao. Ciao.